Comment devenir riche en Afrique? Voici 4 types d'élevage en or que tu peux commencer avec un montant de 5 millions. Et avec un montant de 5 millions, tu peux lancer un type d'élevage qui pourra te rendre d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans leader de ton secteur. Donc reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi les différents types d'élevage. Je puisse partager avec toi les stratégies que tu dois mettre en place afin de pouvoir avoir un business ultra rentable. Donc permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin de valoriser, c'est-à-dire que vulgariser nos produits du terreau africain. Le but de la chaîne est enfin de valoriser, c'est-à-dire que nos semences paysannes. Si j'ai créé la chaîne, ça va te partager mes astuces et techniques, te partager mon mindset. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Je tiens à préciser ici que le poivre, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la 3e épice la plus chère au monde. Donc en termes de prix, en Afrique, le poivre se vend bon champ à 20 000 francs. Ici en Occident, le poivre peut se vendre de 200 € jusqu'à 300 € le kilo, voire plus. Donc ce qui fait que c'est une culture qui est hautement rentable. Sur la culture du palmier à huile qui est la seule huile aujourd'hui oléagineuse qui puisse répondre aux besoins mondiaux. C'est l'huile la plus consommée au monde. Sur la culture du Njangsang, qui est le Ricindendron eloti, culture du Bitakola, comme nous appelons, du Bitakola ou petite cola, et dont le nom scientifique est la Garcinia cola. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. L'idée ici aussi, c'est d'amener plusieurs d'entre vous à venir produire, c'est-à-dire que cette culture-là. À venir, c'est-à-dire que vous engouffrez que sur cette opportunité. Tel que j'ai dit là-haut, le poivre est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est l'un des business les plus rentables. En termes agricoles, je ne vois pas la spéculation qui puisse être aussi rentable que le poivre. Le palmier à huile, pareil, c'est l'une des cultures les plus consommées au monde. C'est la seule huile oléagineuse aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins mondiaux. C'est comme ça qu'on décèle les business rentables. Le Njangsang, pareil, qui est l'API, ce sont des cultures de première nécessité. C'est des produits qu'on consomme tout le temps. L'ensemble de ces cultures-là peuvent créer des émeutes. Si la ménagère n'a pas ça dans sa cuisine, rien ne fonctionne. C'est des cultures aussi qu'on appelle des alicaments. C'est des aliments et c'est des médicaments en même temps. Donc tu vois que c'est là où se trouve l'opportunité. Mais le malheur, je ne sais pas s'il faut dire malheur, le problème c'est que ces cultures ne sont pas assez vulgarisées. C'est pour ça que la plupart ne vont pas produire. C'est des cultures qui demandent un peu de temps, qui demandent un peu d'effort pour la mise en place. Mais je tiens à te dire ici, il y a un slogan qui dit « Jamais tu ne seras riche si tu vas faire comme tout le monde. » Je peux répéter, « Jamais tu ne seras riche si tu vas faire comme tout le monde. » Très peu de personnes produisent ces cultures-là. Le poivre est très peu produit en Afrique. Chez nous au Cameroun, il n'y a que 600 producteurs sur 28 millions d'âmes. En Afrique, il y a très peu. Par le biais de ma chaîne, par le biais de mon espèce, je suis en train d'accompagner certains qui sont en train de se lancer dans différents pays en Afrique. J'ai un partenaire qui a déjà mis une poivrière en place. Mon objectif est essayer de permettre à plusieurs d'entre vous de pouvoir aussi venir vous engouffrer sur cette opportunité. Je répète encore, jamais que vous ne serez riche si vous faites ce que tout le monde fait. La stratégie de la richesse ici, c'est quoi? C'est de faire ce que les autres n'aiment pas faire. Et je vais même être brutal à dire. Si tu veux devenir riche, fais ce que les pauvres n'aiment pas faire.
celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Mais je t'offre donc l'opportunité à venir aussi t'engouffrer. C'est une culture qui est générationnelle. Lorsque ça entre en production, toutes les cultures que j'ai citées, c'est des cultures générationnelles. Le bitakola, le njangsang, le poivre, le palmier à huile, c'est des cultures générationnelles. Lorsque tu mets ça en place, c'est une richesse qui est pérenne. C'est une richesse qui a vie. C'est la meilleure façon de préparer ton futur et ton présent et ton futur. C'est la meilleure façon de laisser un legs pour tes enfants. En ce moment d'inflation, de crise, il n'y a pas meilleure façon de garantir son avenir. On a vu aujourd'hui que par nos salaires, par l'épargne, on ne peut pas s'en sortir. L'inflation vient grignoter tout ce qu'on a épargné. Donc pour celui qui est salarié aujourd'hui, la meilleure façon, la meilleure stratégie, c'est de venir, c'est d'entreprendre, c'est de laisser une richesse. Il est dit, un homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc pour toi qui es là, qui veut encore être sur le phénomène de mode, en disant, je vais te dire que plutôt là où tout le monde en parle, je n'ai pas entendu parler de ce business parce que j'ai des retours comme ça. Ben Thierry, dans mon pays, voilà, on ne parle pas de la culture du poivrier. On ne parle pas du njangsang. Oui, comme je t'ai dit, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne consomme pas. Mais on consomme. Dans ton pays, les personnes consomment, le poivre qui est consommé dans ton pays est importé. Voilà encore l'aberration que nous avons en Afrique. On ne veut pas travailler, on veut toujours chercher la facilité à aller importer le poivre venu de la Malaisie, venu de l'Asie. Mais quelle est l'économie qu'on enrichit? On enrichit l'économie, c'est-à-dire extérieure. C'est pour cela que moi j'ai pris ce challenge-là, à aller produire ces différentes cultures. C'est pour cela que j'ai pris le challenge de produire les cultures du terroir. Parce qu'en produisant les cultures du terroir, la richesse est endogène. La richesse est distribuée vers le bas. Ça arrose tout le monde. Et on fait rentrer les devises lorsqu'on exporte. Oui, c'est un challenge qu'il faut avoir le courage de le faire. Certains ont fait le choix de la facilité à aller toujours importer. Mais vous avez vu, c'est pour ça que le continent est en arrière. Parce que nous passons le temps à consommer au lieu de produire. Nous passons le temps à importer au lieu de créer de la richesse chez nous. Nous passons le temps à brader nos matières premières au lieu de chercher la technologie et la science afin de pouvoir transformer et apporter la plus-value. Je prends assez de temps parce que si j'ai créé la chaîne, c'est par rapport à une frustration, c'est parce que je viens partager la pédagogie. Je suis désolé pour les personnes qui ont des soucis de data, mais une information comme ça que je donne de façon gratuite parce que c'est quelque chose que je devais vendre. La personne qui veut aussi la connaissance a un prix. La connaissance, c'est la richesse. La connaissance, c'est l'entreprise que tu vas créer. La connaissance, c'est les différents élevages que tu vas vouloir faire. Donc, n'attends pas que Thierry te dise juste que fais tel élevage. S'il n'y a pas derrière une philosophie, une idéologie, tu ne peux pas faire. Parce que ce que je suis en train de partager en préambule, c'est la boussole, c'est le plan, c'est la direction que tu dois avoir. Mais si aujourd'hui nous sommes perdus, nous sommes égarés, c'est parce qu'on n'a pas de plan, parce qu'on n'a pas de direction. On veut toujours, on est comme ça à la course de la part des gains. On veut juste avoir l'argent. Comment ça gagne? Non. Si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas une boussole, tu n'auras pas de direction. Si on te jette en plein désert, sans boussole, tu vas aller où? Si on te met en pleine mer, on te donne le bateau, on te dit vas-y, sans te donner le plan, sans te donner la direction, sans te donner la destination, où tu iras? Je parle ici aux court-termistes, je parle ici aux personnes qui ont une faiblesse d'attention, qui ne peuvent pas rester sur des vidéos. Quand c'est comme ça, ne viens pas mettre dans les commentaires. Ne viens pas te plaindre dans les commentaires. Je le dis ici parce que les anciens sont habitués. La chaîne est en train de s'agrandir, mais je suis en train de remarquer, il y a comme ça une personne va venir faire un commentaire comme Thierry, il faut aller droit au but. Non. Je préfère le dire tout de suite. Tu n'es pas patient, zap. Ne viens pas me laisser un commentaire comme ça. Parce que ça prend du temps pour bâtir un être. Ça prend du temps pour devenir riche. Ça prend du temps pour s'éduquer. Mais
Quand quelqu'un me parle comme ça, je peux déjà, c'est-à-dire que avoir le mindset de la personne, je peux déjà déterminer quel est l'état d'esprit de la personne. Et je peux même déterminer aussi quel est son compte en banque. Quand on parle ici d'écriture générationnelle, ça prend du temps. Une personne qui est pressée, qui ne peut pas lire une vidéo de 20 minutes, 10, 30 minutes, 40 minutes, est-ce que cette personne pourra aller comme ça entreprendre dans le domaine de l'élevage pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Elle pourra être focus. Est-ce que cette personne pourra aller suivre une culture comme le poivre pendant 2 ans, 3 ans pour que ça entre en production? J'ai des doutes. Donc, il me tenait comme ça à rassurer. Je sais que la communauté, les anciens savent que c'est comme ça. Je suis venu partager la pédagogie. Si on était excellent, on ne serait pas en train de se lamenter à chaque fois que le continent est en arrière. Les autres, s'ils avancent, c'est parce qu'ils ont une idéologie. Par contre, nous sommes là à passer le temps à nous plaindre, alors qu'eux, ils ont leur feuille de route, ils ont leur plan, ils ont la direction, ils ont le cap, ils savent où aller, ils foncent. Nous sommes là à penser que nous sommes dans un monde de bisounours. J'ai pris assez de temps comme ça pour le dire, parce que je suis encore dans la pédagogie. Je sais aussi que quand je viens faire ça, vous voyez que, oui, les vidéos courtes vont donner le nombre de vues, vont aller, mais oui, je prends exprès sur moi parce que c'est la pédagogie que je viens partager. Quitte à ce qu'il n'y ait pas assez de vues, mais les 3, les 10, les 20 personnes qui vont écouter, c'est-à-dire que l'enseignement, la philosophie, l'idéologie, ben, j'aurais fait ma part. Je préfère le dire. Donc, comment ça va se passer? Avec un montant de 5 millions. Les différents types d'élevage qu'on va faire ici, on va continuer à marquer l'accent ici sur les élevages locaux. Et il faut comprendre ici, quand je dis 5 millions, pourquoi je mets la stratégie. Je mets aussi la stratégie parce que si je n'explique pas ça comme ça, beaucoup sont omnibulés par le système, c'est-à-dire que de production occidentale. Mais ne sachant pas ce qui se passe ici en Occident, ils sont dans la réflexion. Ils font des choses, ils se questionnent. Quand ça ne va pas, ils se posent des questions et ils reviennent. Ils ne sont pas figés. Ils ne sont pas figés. Je vous ai dit ici que l'agriculture, l'élevage, ils ont c'est-à-dire épousé des systèmes suite à certaines réalités. Mais au fil du temps, ils voient comment c'est-à-dire que les choses évoluent. Ils voient les changements, même sur le plan environnemental, sur le plan climatique. Ils s'adaptent. Ils voient les changements, même sur le plan comportemental des animaux. Ils s'adaptent. L'Occident a opté, c'est-à-dire que sur la production, c'est-à-dire que industrielle intensive, au sortir, c'est-à-dire que de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont demandé, c'est-à-dire que de produire massivement afin de pouvoir lutter contre la faim. Donc il fallait produire massivement. Avec, c'est-à-dire que les découvertes des engrais chimiques, ils ont favorisé, c'est-à-dire que justement, la production massive, plus la mécanisation. C'est ça qui entraîne aujourd'hui qu'on ait une agriculture aujourd'hui industrielle, intensive et mécanisée. L'Union européenne aussi, dans les années 1957, lorsqu'ils ont fondé l'Union européenne, ils ont favorisé ça en demandant aux éleveurs, aux agriculteurs de produire massivement pour soutenir justement, pour encourager justement, pour garantir, c'est-à-dire que l'alimentation, c'est-à-dire à la communauté européenne. Donc, ce qui faisait que quand un éleveur produisait, par exemple, le lait, le beurre, c'était déjà acheté d'office. Quand un agriculteur produisait, c'était acheté d'office. Donc, l'agriculteur ou l'éleveur n'avait pas, c'est-à-dire que n'avait pas de stress. Mais l'Union européenne faisait quoi? Ils achetaient et ils stockaient. Ils vendaient. Ce système-là a tourné comme ça pendant des décennies. Mais ce système aussi avait des failles. Parce que ce qu'ils ont constaté, il y avait que des invendus, des tonnes de lait, des tonnes de lait, de lait en poudre, des tonnes de beurre. On parle en dizaines de milliers de tonnes qui étaient stockées, invendues. Ils ont dû revenir à la raison, changer de stratégie. Mais dire maintenant qu'ils vont plutôt subventionner les agriculteurs et les éleveurs par rapport à la superficie.
Donc, plus tu as de la superficie, plus tu touches des subventions. Tu vois que c'est ça qui a donné, c'est ça qui donne maintenant des dérives où tu as des personnes qui ont comme ça 1000 hectares, 2000 hectares. Et ce qui a entraîné aujourd'hui des financiers. Aujourd'hui, tu as des fonds de pension, tu as des grands groupes agro-industriels, sucrières, laitières, et tout ça. Tu as des multimilliardaires, tu as des oligarques qui vont acheter à tout de bras les terres. Parce que si aujourd'hui on subventionne par rapport à la surface, tu vois que les petits producteurs n'ont pas la place. Je veux dire, ceux qui pratiquent par exemple le bio, qui pratiquent la permaculture, l'agriculture de conservation, qui sont sur 5, 10, 20 hectares, ben, eux, on ne les finance pas. Le problème aussi, c'est que les grands groupes agro-industriels sont rentrés là-dedans. Les compagnies sémencières de la mécanisation des produits chimiques sont rentrées dedans. Il y a un lobbying aujourd'hui tellement puissant qui encourage plutôt la production, la productivité. C'est ce qui donne aujourd'hui les dégâts sur la planète tels que nous avons aujourd'hui, le réchauffement climatique. Ça donne aujourd'hui qu'on produit trop de viande. En Hollande, ils sont en train de vouloir supprimer les professions d'éleveurs et d'agriculteurs. Parce que le taux de nitrate est tellement élevé. Si tu n'es pas au courant de tout ça, tu ne sauras pas. Tu vas vouloir, c'est-à-dire que nous en Afrique, on dit, ben, on a vu les champs de maïs de 10 000, de 20 000 hectares. Il faut qu'on aille aussi faire 20 000 hectares. On a vu, c'est-à-dire qu'ils ont les fermes avec 400 vaches, 400 vaches, avec 200 000, 300 000 poulets. On doit aussi faire 200 000, 300 000 poulets. Mais sauf que nous ne sommes pas subventionnés. Je l'ai toujours dit. Nous ne sommes pas subventionnés. On n'a aucune aide. Comment tu pourras être compétitif? Ça, je l'ai dit en amont. Si je n'explique pas ça, toi, tu vas aller te lever, aller produire. Et surtout que nous n'avons pas la technologie. Ce n'est pas nous qui avons les poussins. D'un jour, ce n'est pas nous qui avons la prophylaxie. Ce n'est pas nous qui maîtrisons les compositions des aliments. On n'a même pas le contrôle sur les prix. C'est pour ça qu'il est important de partager d'abord la philosophie et l'idéologie. Mais si nous, on va seulement par rapport à la part des gains, on est perdant. On est perdant d'emblée. Donc, tu vois que ça, aujourd'hui, ça atteint ses limites. Ces pratiques-là, chimiques, mécanisation, c'est en train de bouleverser la planète. Le sol est en train de souffrir. Les infiltrations, c'est-à-dire que du nitrate, donc de lisier de porc, de bouse de vache, tout ça, ça va dans la nappe phréatique, ça contamine les cours d'eau. La surconsommation de l'eau, parce que l'agriculture et l'élevage, ici en Occident, polluent à 19%. Donc, comment est-ce que nous, Africains, est-ce qu'on peut aussi changer de bras? Comment est-ce qu'on peut aussi faire afin de pouvoir être compétitif? Est-ce qu'on peut aller produire massivement comme eux en massacrant avec l'environnement? On n'a pas déjà les moyens pour le faire. Nous ne sommes pas accompagnés. Et de deux, si on va qu'aujourd'hui déforester, couper les arbres pour produire les céréales comme eux ils ont fait, c'est le désert qu'on aura. Parce qu'ici en Occident, eux, ils ont déjà le désert. Ils sont déjà frappés par les conditions, par les phénomènes, c'est-à-dire que naturels, sécheresse, inondations, vents violents, les départs de feu. Vous voyez que c'est... On se doit de réfléchir pour faire tout ça. Comment toi, tu vas donc penser ton élevage? Avec tes 5 millions, tu vas commencer, j'ai déjà fait une vidéo où tu pouvais commencer avec 50 000 francs. Je me dis qu'aujourd'hui, tu as évolué. Tu as évolué de... Si tu avais lancé le business il y a 2 ans, tu as dû évoluer. Mais maintenant, si toi, tu as un capital de 5 millions, comment tu vas faire? Je vais te conseiller d'acheter déjà d'abord les terres. Et 5 millions, tu vas vers l'arrière-pays. Et il ne faut pas faire dans les villes. Vous voyez que nos fermes, il y a comme ça des fermes, des poulaillers qui sont en pleine métropole. C'est une aberration. Comment est-ce que ces personnes font pour vider les lisiers? On a des porcheries qui sont collées à la maison, qui sont en plein quartier. Comment est-ce qu'ils font pour vider le lisier? Tout ce lisier va polluer la nappe phréatique. Et dans les quartiers, il y a des puits d'eau. Il y a des puits d'eau, il y a des forages, il y a des cours d'eau. Ces lisiers là, ça circule, c'est chargé en ammoniac, c'est chargé en nitrate.
et on va boire ces coups d'eau là. On a dans certains quartiers où c'est invivable des odeurs. Donc je vais demander de sortir des villes, aller vers l'arrière-pays, acheter 3 hectares. Lorsque tu achètes tes 3 hectares, avec un capital de 5 millions, tu as quand même un capital qui est un peu conséquent. Tu construis un bâtiment, pas un bâtiment moderne. Tu prends toujours encore les bois de récupération, mais des tôles, tu fais un bon bâtiment où tu pourras cette fois-ci avoir 100 sujets, 100 poules et 25 coqs. Tu vois, 100 poules et 25 coqs. Sur tes 3 hectares, je vais te conseiller de planter les arbres. Planter divers arbres fruitiers. Tu vois, planter divers arbres fruitiers. Parce que ces arbres fruitiers aussi vont te ramener. Tu vas planter les fruitiers, tu peux planter le njangsang, tu peux planter le bitakola, manguier, pamplemoussier, citronnier. Tu plantes tout ça. Parce que ça encore, c'est d'autres sources de revenus. Mais ces arbres-là vont servir de parcours. Tu plantes à distance de 10 mètres. Hein, parce que dans ça aussi, tu vas planter tes céréales. Parce qu'il faudrait que tu fonctionnes en circuit fermé. Tu auras comme ça, tu pourras avoir le maïs, tu pourras planter du soja, que tu fais des rotations. Tu pourras planter là-dedans le sorgho, le mil, tu fais des rotations comme ça, afin de pouvoir être autonome sur le plan des céréales. Tu vas clôturer, c'est-à-dire que ces 3 hectares-là. Tu clôtures les 3 hectares. Avec tes 5 millions, cette fois-ci maintenant, tu creuses un fourrage. Tu peux même creuser un puits si la zone est riche, c'est-à-dire que sur le plan de la nappe phréatique, tu creuses un puits aménagé, tu fais un puits aménagé pour pouvoir avoir de l'eau en permanence. Tu vois, cette eau va servir à alimenter, c'est-à-dire que tes sujets. Maintenant, avec un budget de 5 millions, oui, tu peux cette fois-ci acheter une couveuse. Tu achètes une couveuse. Cette couveuse va permettre à quoi? Lorsque les poules vont s'accoupler, j'ai dit tu prends 100 poules et 25 coqs. Tu vois, 100 poules et 25 coqs. Les coqs vont accoupler les poules. Ça va faire des œufs. Tu vas récupérer ces œufs-là et tu mettre dans les couveuses afin de pouvoir accélérer le rythme. Tu imagines 100 poules. Tu vois avec le nombre que ça peut faire. Lorsque tu as dit que ça va éclore, tu vas créer à côté des poussinières. Tu ne vas pas laisser les poules avec les poussins. Tu vas te dire que justement les élever dans un autre bâtiment pour que ça arrive à maturité. Tu peux aussi créer maintenant cette fois-ci un business où tu vends les œufs fécondés. Tu vois, tu vends les œufs fécondés ou tu vends les poussins. Ça peut être les poussins d'un jour, ça peut être les poussins de 2 semaines. Tu fais ce business-là où toi-même tu peux continuer à accroître ton cheptel afin de pouvoir vendre tel que cette fois-ci le produit fini. Parce que le but ici, c'est de vendre le produit fini. Donc, c'est l'idéologie que tu dois avoir, la stratégie que tu dois avoir, c'est de la ferme à l'assiette ou de la ferme au panier de la ménagère. Donc, tu vois, tu conduis ta ferme comme ça. Tu vas planter les céréales que tu vas récolter. Tu vas laisser les résidus des céréales, comme le maïs, tu laisses au sol parce que tu vois, le sol a besoin de carbone. Pourquoi tu plantes les arbres? C'est-à-dire tu plantes les arbres parce que les arbres vont jouer plusieurs rôles. Les arbres vont servir d'abri pour tes sujets, mais je vais te conseiller de laisser que les arbres poussent d'abord très bien. Lorsque les arbres sont en maturité, parce que quand c'est encore jeune, si tu sors tes sujets, tes poules vont pouvoir aller endommager ces arbres. Donc, les 2 premières années, tu ne vas pas faire sortir les poules à l'espace où tu as planté les arbres. Tu vas faire un petit enclos, même de 2000 m², où tu vas les faire sortir. Tu vas étendre la superficie. Lorsque les arbres vont arriver à maturité, à 2 ans, c'est déjà à maturité, tu pourras sortir les poules. Mais tu peux aussi protéger, c'est-à-dire que les arbres, protéger le tronc des arbres pour que les poules ne viennent pas picorer. Faire sortir tes poules. Donc, ça va servir de parcours pour tes poules. Les poules viendront, c'est-à-dire que justement, laisser les digestions, viendront chercher la matière, bouffer la macrofaune, dont les vers de terre, les escarabées, les chenilles, les mille pattes, c'est comme ça des bonnes protéines. Les fruits que tu vas récolter, tu vas pouvoir, c'est-à-dire que les vendre aussi. Les fruits qui vont tomber
vont nourrir, c'est-à-dire que tes poules. Tu vois qu'en termes d'alimentation, tu vas pas dépenser trop. Donc, parmi tes arbres que tu vas planter, les arbres fruitiers, je t'ai dit, tu prends le moringa, parce que le moringa aussi, c'est une plante qui est miracle. Tu pourras donner que du moringa à tes poules. Tu plantes les papayers, les feuilles de papayer sont aussi très efficaces. Tu vois, tu plantes ça, tu vois que tu as des arbres fruitiers qui sont des sources de revenus, mais qui sont aussi des sources d'alimentation pour tes animaux. Tu vois, tu es sur 3 hectares. Voilà comment tu peux penser un projet. Donc, tu vends les fruits, tu vends tes poules. Derrière ça, il faut suivre une formation maintenant aussi marketing. Une formation telle que sur la transformation. Parce que tu peux, cette fois-ci, toi-même, abattre tes sujets, avoir une chambre froide où tu vends de la main à la main. J'insiste. Deuxième type d'élevage aussi, c'est l'élevage de canards. Canard, même procédé, tu vois, je ne vais pas encore rentrer dans les détails pour ne pas tirer trop long. Même procédé, toujours 3 hectares, tu construis une bonne cabane, le fourrage pareil, il y a un fourrage d'eau en permanence. Tu construis aussi un étang, un bon étang, parce que 3 hectares, tu as de la surface. Tu vas partir sur la base de 100 canards, de 100 cannes. 100 cannes et 25 canards. Les canards, tu vois, les canards sont des bonnes pondeuses, ça pond énormément, ça couvre aussi bien, donc tu n'auras pas forcément besoin d'une couveuse. Bon, si tu veux peut-être aussi accélérer et que tu veux faire le business de la vente des poussins, des canetons d'un jour, tu peux avoir une couveuse pour accélérer le processus. Donc, vendre les canetons d'un jour, c'est un business aussi. Donc, tu fais pareil aussi, on maintient le même système des arbres fruitiers, tu plantes tes céréales, et tu sors tes canards, tes canards vont se patauger dans la marbre, se balader dans les 3 hectares. Tu vois, c'est le même processus. Tu fais une formation maintenant sur le plan de la transformation. Parce que tu dois vendre tes canards soit sur pied ou soit transformés. Canard laqué, canard fumé, pareil comme le poulet fumé. Tu te formes à faire le foie gras. Tu te formes à faire le pâté de canard, tu te formes à faire les terrines de canard. C'est quelque chose qui se pense. Lorsque tu récoltes tes arbres fruitiers, les arbres fruitiers, les fruits, pareil, tu les vends, tu fais des confitures de la mangue, confitures d'orange, confitures de pamplemousse. Tous ces arbres fruitiers, confitures de goyavier, ça fait encore des sources de rentrée de sous énormes. Troisième type d'élevage, tu as fait l'élevage de chèvres. Chèvres aussi, tu vois. Tu construis l'élevage des chèvres, les bâtiments ne sont pas, on ne demande pas des bâtiments sophistiqués. Construis un bâtiment, pareil aussi, tes 3 hectares, tu plantes des arbres. Mais cette fois-ci, pour les chèvres, il faudra faire attention, ne pas les laisser tant que les arbres ne sont pas encore arrivés à maturité. Donc tu vois que tu auras un pâturage où les chèvres iront brouter les herbes. Tu sais que les chèvres, c'est des bonnes tondeuses. Donc, tu n'auras même plus besoin d'aller sacler. C'est des bonnes tondeuses. Tu vas faire des rotations comme ça. Là où tu as planté le maïs, dès que tu récoltes le maïs, les résidus, tu mets les chèvres là-bas. Les chèvres vont manger, c'est-à-dire que les résidus, tu sais qu'ils vont aussi déféquer. Ils vont déféquer sur place. Et ça va enrichir le sol. Ça va, c'est-à-dire que nourrir la microfaune et la macrofaune. Ça va régénérer, c'est-à-dire que ça va te recréer de l'humus. Donc tu fais des rotations comme ça, secteur par secteur, pour tes chèvres. Les arbres fruitiers, quand ça va entrer en production, tu récoltes les fruits que tu vas mettre en vente. Ta chèvre aussi, il faudrait que tu suives une formation en matière de transformation. Ou soit tu vends ta chèvre sur pied, tu vends peut-être les cabris, et si tu vas vendre les mâles, là, tu vas vendre les mâles parce que tu auras besoin des femelles pour pouvoir traire le lait. Donc si tu suis une formation, ça peut te donner une formation, c'est-à-dire que sur comment découper, c'est-à-dire que la viande, tu fais en baquette. Comment tu peux aussi faire de la chèvre fumée afin de pouvoir conserver longtemps la viande. Tu peux aussi faire ici le lait, tu peux te former sur la transformation, le lait. Faire quoi? Faire du beurre, par exemple, ou soit faire du fromage de chèvre. Tu vois, il y a énormément de débouchés là-dedans. Et tout ça, ça demande de la formation, ça demande de la connaissance. Donc,
C'est quelque chose qui se pense. Quatrième type d'élevage, le porc. Le porc aussi, c'est pareil, tu penses pareil sur tes 3 hectares, tu fais des bâtiments. Je ne dois pas essayer d'aller faire des bâtiments sophistiqués. Non, 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 non. Tu prends tel que nos races, tel que les races encore tel que locales. Tu te formes là bien là-dedans. On va sur la base de 6 truies et 2 verras. Tu commences là comme ça. Tu plantes tes arbres encore pareil. Mais par contre, il faudra te dire qu'on va délimiter. Ton bâtiment peut être sur demi-hectare. Tu bloques, tu mets une petite clôture sur demi-hectare. Parce que je ne vais pas te conseiller de lâcher tes porcs sur tes jeunes arbres que tu auras plantés. Il faudrait que les arbres arrivent à maturité, par exemple 6, 7, 8, 9 ans. C'est en ce moment que tu pourras lâcher, c'est-à-dire que les porcs sur cette superficie. Mais tu peux délimiter, par exemple, demi-hectare, là où il y a le bâtiment, tu fais sortir les cochons, parce que ici le but est de faire l'élevage en plein air. Tu fais sortir les cochons sur demi-hectare, tu fais des rotations. En attendant que tes arbres arrivent à maturité, peut-être 5, 6 ans, tu sais que si tu laisses ça quand c'est jeune, les porcs peuvent saccager ça. Donc, lorsque les arbres sont arrivés à maturité telle que raisonnable, en ce moment, tu pourras faire bénéficier tes porcs de l'étendue de la surface de 3 hectares. Mais toujours avec une clôture, clôturer les 3 hectares, clôturer afin d'éviter que les animaux divaguent, afin d'éviter que les intrus puissent entrer. Tu vois, tu fais la clôture. Pareil aussi pour le porc, tu prends une formation, toujours, en charcuterie. Si tu veux vendre le porc sur pied, tu fais le porc sur pied. L'avantage avec le porc, c'est que le porc, quand la mise bas, c'est tous les 3 mois, 3 semaines, 3 jours, tu vas avec 6 truies, mais tu seras inondé tel que de porcelet. Donc si tu fais sur le processus comme ça, la première mise bas, c'est-à-dire que si elle aussi est lente à maturité, et ça, tu seras inondé des porcelets. Donc il faut déjà commencer à penser au circuit d'écoulement, au marché. Donc c'est pour ça qu'il faut une formation. Tu auras peut-être tes points de vente à toi. Tu peux faire du porc braisé, toi-même. Tu peux faire du porc fumé. Tu peux avoir une boutique attenante où tu as un frigo, un congélateur. Où tu vas... Le but ici, c'est de vendre de la main à la main. De ta ferme dans le panier de la ménagère. Tu peux faire du jambon, tu peux faire de la saucisse, tu peux faire du pâté. Tu vois, il y a énormément de débouchés comme ça. Tu vois, c'est comme ça qu'on se doit de... C'est quelque chose qui se pense. Et tu vois que lorsque tu associes l'agriculture et l'élevage, tu as vu lorsque tes animaux vont brouter de l'herbe à l'extérieur, tu vois que tu dépenses moins sur le plan de l'alimentation. Tu pollues aussi moins. Tu vois que les déjections que tu vas ramener, tu vas épandre sur les 3 étages, sur le sol. L'avantage, pourquoi je t'ai demandé de planter les arbres? Les arbres ont cet avantage que, avec leurs racines, ils vont fixer l'azote. Tu vois, les racines des arbres fixent l'azote. Donc, lorsque tu viens verser le lisier de porc, tu viens verser par exemple les fientes de poule, c'est que c'est tellement chargé en nitrate, c'est chargé en azote. Donc, si tu n'as pas les arbres pour pouvoir filtrer tout ça, retenir tout ça, ça va aller se retrouver dans la nappe phréatique. Et ça ira polluer, c'est-à-dire que la nappe phréatique polluer les cours d'eau, les rivières que nous buvons. Donc, c'est pour ça qu'il faut planter les arbres, afin que ces arbres puissent retenir l'azote et renvoyer cet azote aux plantes. C'est pour ça qu'il faut avoir les arbres, parce que le carbone, les arbres vont séquestrer le carbone, vont séquestrer la pollution qui est dans l'air, vont faire tomber les feuilles, les branches, ça va nourrir la microfaune et la macrofaune, et ça va te donner de l'humus, un bon sol, qui va te permettre de venir planter maintenant, justement, tes céréales, sorgho, maïs, mil, tout ça, afin de pouvoir nourrir tes animaux. Tu vois que si, ici en Occident, un pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, aujourd'hui ont explosé leur pourcentage de nitrate, c'est parce que dans leur ferme, ils n'ont pas des arbres. Tu vois, bien qu'ils viennent à chaque fois déverser le lisier dans leur plantation, comme ils font des céréales, des cultures telles que le céréal, et ils sont là à chaque fois à récolter le céréal, récolter même les foins, afin d'aller nourrir les animaux. Ils sont là à retourner la terre tout le temps. Le lisier qu'ils viennent verser va
s'infiltre, traverse, va dans la nappe phréatique, ou lorsqu'il verse, lorsqu'il pleut, il y a quoi? Lorsqu'il pleut, comme ils sont toujours à labourer, il y a érosion, ça balaie, c'est-à-dire que justement, la bonne terre, ça se retrouve dans les cours d'eau. C'est comme ça que ça va polluer maintenant les cours d'eau, ça va polluer les fleuves, les rivières. Et on se retrouve avec des taux de nitrate hyper chargés. Vous voyez des spectacles des fois. Vous voyez comment il y a plein d'algues. Ici en France, les coins comme la Bretagne, où il y a énormément d'élevage. Élevage de porcs, élevage de vaches, et tous ces... Les mers, les fleuves sont chargés de nitrate, sont chargés d'algues. Aux Pays-Bas, voilà, c'est aussi pourquoi, parce qu'il y a tellement d'éleveurs qui se suivent. Donc ça fait que les taux de nitrate, les taux de digestion polluent l'univers, polluent l'environnement. Donc c'est quelque chose qui se pense. Voilà comment avec tes 5 millions, tu peux penser, tu peux faire quelque chose de propre qui non seulement, c'est-à-dire que voilà, tu produis une très bonne viande. Ces animaux, c'est-à-dire que justement, sont élevés en plein air, vont brouter, c'est-à-dire que de l'herbe, vont manger les micro-organismes à l'extérieur, peuvent gambader, bouger, et il n'y a pas de promiscuité, et il n'y a pas sur le plan de la prophylaxie beaucoup de maladies parce qu'ils ont de l'espace. Oui, certaines maladies comme le Newcastle, ça peut arriver de temps en temps que tu utilises peut-être le vaccin pour le Newcastle, mais c'est rarissime parce qu'il n'y a pas trop de proximité. Mais c'est pour ça aussi que je t'ai conseillé les plantes comme le moringa, les feuilles de papaye. Lorsque ces sujets-là sont à l'air libre, quand ça va picorer les herbes, certains herbes sont des vermifuges. Ces animaux savent déjà de façon naturelle. Nos animaux, voilà, de race locale, sont rustiques, ont l'habitude, c'est-à-dire que de l'environnement, ont l'habitude de la chaleur, du froid, de l'humidité. Donc c'est vivace, c'est coriace. Ça résiste aux maladies, ça résiste aux intempéries, comparativement aux sujets hybrides. Donc c'est un sujet comme ça qui se pense, c'est un projet qui se pense, et lorsque tu fais un truc comme ça, comme tu as dit, communique, crée une page Facebook, fais en sorte que ta ferme soit connue, crée de la visite, parce que ta ferme aussi, si tu penses bien ta ferme, tu peux te dire que faire des visites, tu peux demander à aller voilà, prospecter les écoles, ramener, c'est-à-dire que les enfants de la maternelle jusqu'au collège, venir visiter ta ferme, ça va faire encore beaucoup de rentrées de sous. Ça va être comme ça une ferme pédagogique où tu vas sensibiliser les enfants, les parents, les enseignants à comment, c'est-à-dire que justement, gérer la nature, respecter la nature, à comment bien manger, à comment prendre soin, c'est-à-dire que de nos animaux. Et il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a une fédération aujourd'hui qui est la forte des personnes qui défendent la cause animale. Et qu'aujourd'hui, la société est regardante, on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange. Parce que ce qu'on mange, c'est notre médicament. Ce que tu mets dans ta bouche, c'est ton médicament. Si on est malade aujourd'hui, c'est par rapport, c'est-à-dire que justement, à notre mode de consommation et à notre mode de vie. Donc, il serait plutôt intéressant de savoir que ce que tu produis, c'est un médicament. Et la santé n'a pas de prix. N'a pas de prix. Et là-dessus, tu me colles un prix. Tu colles le prix. Une fois que tu as expliqué, comme je viens de t'expliquer, tu me colles le prix. Il y a des preneurs. Il y a des gens qui se soucient de leur santé. Il y a des gens qui aimeraient vivre longtemps. Il y a des gens. Et ici, là, on dit la connaissance, la santé. Celui qui sait que c'est ce que je mets dans ma bouche qui est mon médicament, la personne ne va pas faire des chichis. Hein. Mais vous voyez que la plupart des personnes font faire les chichis parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Allez, c'est combien, c'est moins cher, c'est combien? Non, c'est ta santé. Parce que demain, si on te décèle une maladie telle que là, je vais dire, dégénérative, et qu'on t'explique que c'est parce que tu mangeais le moins cher, parce que tu allais manger les produits tels que plein de chimie, tu allais manger tel que le moins cher, c'est ça qui t'a rendu malade. Je sens que tu vas vivre avec la culpabilité de ça toute ta vie. Donc, voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo, une fois de plus encore. J'espère que tu as aimé. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à partager cette connaissance-là avec toi. Laisse le pouce si tu apprécies. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que ça puisse comme ça parler à plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.
Comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description, tu as le lien des différentes formations que j'ai mises en place. Prends, que la formation, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble, qu'on puisse bâtir ton empire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si on veut parler fort, si on veut se faire respecter, il faudrait qu'on possède notre économie. Et qui dit posséder notre économie, on doit bâtir sur le long terme. Donc on doit bâtir sur des richesses générationnelles. On ne doit pas partir sur des richesses qui font tchut. Donc sur ce, je te dis merci. Et à la prochaine vidéo. Ciao.